Bonjour, bienvenue au think tank cybersécurité au sein de l'association de veille pour dirigeants InnoCherche. Nous sommes accueillis par le leader indépendant de la communication corporate RH et B2B, EPOCA. Oui, bonjour à tous. Écoutez le think tank sécurité d'InnoCherche et en parlant des IoT et des objets que l'on s'apprête à déployer sur l'ensemble des réseaux de communication, je voulais partager avec vous une expérience à la fois historique et mettre en place quelques éléments du futur que l'on pouvait utiliser. En effet, mon métier m'a amené à être dans le métier de l'imprimante et de la photocopie, qui quelque part est le premier IoT, puisque l'imprimante connectée est un objet fréquent et d'usage quasiment ubiquitaire, et en même temps connecté, et ce depuis de nombreuses années. Donc comment est-ce que tout ça a évolué, comment la notion de sécurité a été appréhendée dans ce marché, et en parler pour tenter de faire des comparaisons transverses avec d'autres métiers. L'alma mater des IoT. Donc tenter de profiter de cette expérience. Donc historiquement, l'imprimante connectée est apparue à peu près en l'an 2000 et est devenue fréquente et d'usage très courant dans les bureaux vers 2005 et dans les domiciles et à titre privé ou TPE vers 2013. 2005, c'est connecté au réseau de l'entreprise via Ethernet, etc. Il y a eu des tentatives pour faire du Wi-Fi, mais en fait ça n'a aucun intérêt. L'imprimante est fixe et donc une liaison filaire fonctionne fort bien. À la maison, il a fallu quand même, là au contraire, plutôt du Wi-Fi, disponible sur les imprimantes de façon générale, derrière la box, en évitant justement de câbler, parce que dans une maison, c'est plus compliqué de câbler, pas nécessairement dans la même pièce, on fait des travaux de décoration à refaire, etc. Donc le sans-fil est vraiment très légitime à cet endroit-là. Et alors curieusement, alors que c'était mainstream depuis 2005 et ou 2013, la sécurité n'est devenue un sujet que vers 2016. Et ça avait fait l'objet d'une première présentation au think tank sécurité le 2 novembre 2016. Elle est disponible dans les archives où j'avais repris un peu tout l'historique de l'impression connectée et comment tout ça avait fonctionné. Alors pour que l'on établisse bien les comparaisons, j'ai repris les volumes et les différences de marché en partant des chiffres France. Donc en matière d'impression, on vend annuellement aujourd'hui à peu près 4 millions d'imprimantes et sans avoir de données précises sur le parc, si on considère qu'il y a une vie moyenne de 6 à 7 ans, on a donc un parc installé de 25 à 30 millions d'appareils. Et il faut bien comprendre que l'une des raisons pour lesquelles on les a connectés, c'est pour garantir dans de bonnes conditions la livraison des cartouches. Et ils s'en livrent 77 millions par an. Tout le monde sait que la rentabilité du métier n'est pas dans la vente de matériel, mais dans la vente des cartouches. Après, d'autres ont imité ce business model, que ça s'appelle le Nespresso ou les rasoirs Gillette. C'est grâce à ça aussi, à cette connexion, que l'industrie et les distributeurs ont pu proposer des offres de services avec la livraison des cartouches juste à temps, évitant un maximum de déchets, etc., et assurant une chaîne de fonctionnement optimisé dans le cadre de contrats de longue durée, donc tout le monde y était gagnant et c'est tout l'intérêt de la mise en service plutôt qu'en vente de produits de cela. Si on compare avec un autre métier, c'est celui de l'eau. Donc le parc de compteurs connectés en France est d'environ 5 millions d'unités qui se répartissent entre 3 opérateurs, Veolia, Suez et Lassor, dont il est à remarquer qu'ils sont producteurs et distributeurs en même temps. C'est-à-dire que la technologie qu'ils emploient, elle est propriétaire et elle est associée à la durée du contrat. C'est-à-dire qu'à la fin du contrat, si une collectivité décidait de passer de l'un des acteurs à l'autre, il faudrait remplacer tous les compteurs. Mais cela n'a pas beaucoup d'importance parce que lié aux contraintes physico-chimiques
que subit un compteur d'eau, en fait, la réglementation prévoit qu'il soit changé au bout de 12 ans, ce qui est de toute façon au moins la durée des concessions. Dans certaines conditions, c'est extensible jusqu'à 15 ans, mais là avec une vérification technique de la qualité du comptage que fait ce compteur. Le coût par ailleurs du compteur est relativement faible avec environ 25 € comme coût. Troisième marché important de l'IoT en France, l'énergie. Donc vous connaissez tous Linky. Donc Linky est déployé par un seul opérateur qui est le réseau électrique français qui s'appelle maintenant Enedis. Et cela, quel que soit le commerçant. Tout le but de Linky est de permettre justement la concurrence des différents commerçants, qu'ils s'appellent EDF, ou Engie, ou Butagaz, ou Total, ou Direct Energy, ou d'autres encore, etc. Et justement de passer de l'un à l'autre dans des conditions de concurrence pour la partie distribution. Donc on était assez différent de l'eau, où on avait un producteur et un distributeur en même temps. Donc aujourd'hui, à fin 2017, il y a 7 millions de compteurs Linky qui sont installés. La cible officielle pour 2021 est de 35 millions. Même avec un plan très agressif, on peut se demander s'ils y arriveront. À noter, en comparaison avec le compteur d'eau, que le coût est supérieur, puisque l'on parle d'une cinquantaine d'euros, et la durée de vie est par contre plus longue. Donc on s'y retrouve un petit peu. Alors vous savez que Linky fait l'objet de nombreuses polémiques sur les émissions de radio dans les domiciles. Pourquoi cette question ne s'est pas posée pour l'eau ? Bien, habituellement les compteurs d'eau sont enterrés et à l'extérieur du domicile. Donc la situation est quand même de radiofréquence et d'émissions de radiofréquence est nettement moins défavorable. Enfin, le quatrième marché que j'ai pu identifier dans lequel il y a beaucoup d'IoT connectés, c'est tout ce qui est asset management, c'est-à-dire la localisation de biens qui ont une certaine valeur. Alors par exemple, dans le matériel de chantier, une entreprise comme Veolia a un parc de 50 000 bennes et 500 bennes de chantier disparaissent par an. Alors soit c'est parce qu'on ne sait pas où elles sont, soit parce qu'elles ont été endommagées, mais enfin vu la taille de l'objet, on est un peu surpris qu'elles disparaissent. On peut imaginer aussi qu'il y a du vol, puisque les métaux font l'objet de trafic et contrebande et tout. Donc si les objets ont une certaine valeur et qui sont très dispersés, très intéressant de pouvoir taguer les assets, comme on dit en bon français, afin de pouvoir les localiser et les repérer et tout. Donc ceci existe aussi pour les containers, pour les localiser sur un port, pour accélérer ou sécuriser les livraisons, etc. Puisque là, en plus, le container, lui, est rempli de marchandises qui ont une très grosse valeur. Donc c'est pas que le container qu'on sécurise, mais aussi son contenu. Et enfin, tout ce qui est entrepôt automatisé, on a bien vu Amazon et d'autres avoir des entrepôts automatisés dans lesquels il y a un certain nombre d'IoT qui sont déployés pour pouvoir savoir où sont les références et optimiser les chaînes de logistique. Donc, je reviens à l'imprimante parce que nous n'avons pas repéré sur le marché français d'autres IoT qui soient déployés dans des conditions que j'appelle de masse, c'est-à-dire à plusieurs millions répartis sur le territoire. Bien sûr, il y a d'autres usages, d'autres choses, mais là on parle plus de dizaines de mille voire de centaines de mille, mais on n'est quand même pas encore dans les millions. Donc je voulais prendre ça comme exemple et rappeler que chacun de ces IoT en fait vit avec un business model différent. Donc dans l'imprimante, je vous disais donc que 2005 dans le bureau, 2013 dans la maison, et pourtant l'évolution réelle de l'industrie pour la sécurité, puisque c'est le thème de notre think tank, ne date que de fin 2015. En fait, ça a été créé par un événement de l'industrie qui a été que HP s'est massivement réorganisé et divisé en deux entreprises, l'une s'appelant HP Inc., qui a dans son portefeuille tout ce qui est PC et impression. Donc on a vu une entreprise qui ayant, au lieu d'avoir un portefeuille extraordinairement large et tout, a un portefeuille plus étroit et s'est beaucoup plus focalisé sur ses marchés pour avancer.
Et cette entreprise a choisi de se positionner sur la sécurité. D'abord parce qu'en 2015, ça commençait à être bien dans l'air du temps. Deuxième chose, pour ajouter de la valeur, parce que l'imprimante était quand même un produit extrêmement connu, stabilisé, plutôt en fin de cycle de produit, donc dans lequel la dégradation des prix est un vrai sujet, et donc ajouter une valeur supplémentaire est intéressant. Et spécifiquement HP, avec son historique très informatique américaine, en profitait pour être plus légitime et distancé des concurrents qui viennent plutôt du monde du photocopieur japonais et donc qui étaient moins légitimes en termes de la sécurité informatique et du cyber. Donc là, je partage avec vous quelques charts que HP avait présentés il y a quelques mois à Barcelone sur la manière dont ils traitent la sécurité. Et c'est une opération qui s'appelle HP SureSense. Et ce qui m'avait interpellé, c'est que l'on parlait d'intelligence artificielle. Vous savez qu'InnoSearch a un autre think tank qui s'occupe d'intelligence artificielle pour s'occuper de sécurité. Donc là, il y avait une chose qui nous intéressait au croisement des deux think tanks d'InnoSearch. Donc, la base est que un antivirus classique fonctionne sur la signature, c'est-à-dire je connais un virus X, je l'ai identifié dans une base, je compare ce qui se présente devant ma machine et je le compare à la base, il existe déjà dans la base, donc c'est un méchant virus, et donc je l'empêche et le détruis. Le problème, c'est que les hackers sont des gens très créatifs, et donc ils ont une capacité à proposer de nouveaux virus sans cesse et sans arrêt. On est obligé de faire des updates, des mises à jour très fréquentes, très permanentes, et on constate bien que peu nombreux sont les équipements, les machines qui soient vraiment mises à jour en permanence, etc. Les utilisateurs n'aiment pas trop parce qu'il y a 10 minutes de mise à jour toutes les semaines ou à peu près, etc., etc. Et donc là, il y avait un enjeu au-delà de l'efficacité pure, il y avait aussi un enjeu de productivité et de sympathie pour l'utilisateur et sa productivité. Donc on est passé à une première étape de machine learning dans l'intelligence artificielle de façon à reconnaître les caractéristiques communes des virus et d'entraîner les machines pour ce faire. Et donc ça permet de détecter des attaques supplémentaires, etc. Donc un progrès réel, mais par contre, on reste avec le problème des mises à jour, puisque si telle caractéristique n'est pas connue, elle ne serait pas interceptée par la machine. Et donc là, la HP propose une évolution qui est encore d'aller plus loin, c'est-à-dire de traiter la donnée brute et de reconnaître des séquences de code qui, elles, sont dans une logique de virus et de les intercepter directement. L'avantage, c'est que même si le bout de code est nouveau, il peut être repéré comme étant anormal, et donc on est plus défensif, mais capable de repérer des choses inconnues jusque-là, avec une vitesse de travail extrêmement rapide, puisque c'est fait en centrale, et qu'il y a un agent dans le terminal qui, lui, n'a besoin de mise à jour minime. Parce que HP reconnaît, comme beaucoup d'intervenants dans l'industrie, qu'à aujourd'hui, la transmission sur les réseaux de toutes ces mises à jour fréquentes est un goulot d'étranglement à venir des réseaux qui pourrait même mettre à genoux l'ensemble du réseau, puisque les quantités de données et les projections sur les quantités de données dépassent très largement la capacité des réseaux à les transporter. Et donc il y a un véritable enjeu qui est de dire est-ce que je peux minimiser le trafic pour faire ce que j'ai à faire. Donc une vraie réalité là et tout, et donc c'est leur logique là. Et donc vous arrivez
avec le chart 11 qui est une machine en centrale qui fait un travail et une puissance de calcul absolument colossale qui lui permet de détecter de nombreuses choses, etc. Et un simple agent qui, lui, est de taille plus réduite sur le périphérique. Donc le chart 12, c'est les qualités que HP donne à son nouveau système, à la fois de capacité à intercepter des choses connues et inconnues, la vitesse à laquelle il fonctionne et le fait qu'il peut fonctionner hors ligne. Le chart 13 est un rappel par HP de l'ensemble des choses qu'ils proposent sur leur PC et imprimante de façon à protéger ces matériels. Donc, en venant au chart de conclusion, il y a plusieurs observations. Dire to go IoT est une affaire technologique, mais une technologie s'intègre dans un business model et tous n'ont pas le même business model et c'est ce que j'ai essayé déjà de vous montrer. Deuxième chose, les business models sont encore assez jeunes, sauf pour certains qu'on a vu tout à l'heure, et un fournisseur n'investit dans la sécurité que, quand le business model est établi et que les fonctionnalités sont stabilisées, c'est-à-dire que le rapport fonctionnalité, prix, etc. est à peu près de bonne qualité et perçu comme tel par le client, ce qui est rarement le cas au tout début d'une technologie, et ça vient par itération au fur et à mesure. Évidemment, il peut y avoir une contre-pression forte type client ou média, mais elle n'est pas si forte que ça en général, et donc c'est comme ça que fonctionne l'industrie. On ne fait pas de la sécurité d'abord pour le principe de, ça c'est très théorique, c'est pas comme ça que fonctionne le business model. Je remarque aussi qu'en matière de sécurité, on change de mode de pensée. C'est qu'avant, on était dans un registre défensif où on répondait aux attaques et que maintenant, la technologie, l'intelligence artificielle permettent d'essayer d'anticiper les attaques. Donc ça, c'est intéressant comme changement mental aussi. Et enfin, et ça reste essentiel, tout cela sont bien sûr des réponses technologiques qui ne sont qu'un outil qui est mis à la disposition de tous et des organisations, et que dans une organisation, le chantier culturel, le chantier d'organisation lui-même et les processus restent à écrire par le client. Et c'est d'ailleurs pour ça que René, qui est dans le think tank aussi, réfléchit à sécurité et RH, puisque l'on voit bien très souvent que en fait, ce sont plus des problèmes humains qui créent les insécurités que la pure technologie en tant que telle. Merci à vous, à bientôt.